L'agriculture a-t-elle encore de l'avenir en France? Faut-il encourager les jeunes Français à s'orienter dans l'agriculture ou faut-il au contraire les dissuader? C'est la question du jour. La vidéo d'aujourd'hui est inspirée par l'interview de Pierre-Guillaume Mercadal par Nicolas Vidal sur la chaîne YouTube Toxin. Pierre-Guillaume a été invité pour parler des problèmes que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs français, pour parler de ce qu'on appelle communément le malaise paysan, qui est un sujet déjà ancien. Moi j'en entendais déjà parler quand j'étais adolescent dans les années 2000. Sur mon site web, j'ai écrit un petit article qui est une synthèse de cette question du malaise paysan, donc si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Je vais reprendre quelques éléments dans cette vidéo, mais je ne vais pas tout pouvoir reprendre. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Donc c'est un problème ancien certes, mais qui ne s'arrange pas avec le temps et qui n'est pas prêt de s'arranger, étant donné que l'Union européenne a décidé de pourrir la vie des agriculteurs français mais aussi européens. C'est vraiment une tendance générale. Là encore, j'ai produit un petit article sur l'état actuel de l'agriculture en Europe. Est-ce qu'on se dirige, oui ou non, vers une destruction progressive de l'agriculture dans l'Union européenne? Officiellement, l'Union européenne ne veut pas supprimer l'agriculture, c'est pas dans sa volonté, mais dans les faits, on voit qu'elle prend des décisions, qu'elle fait passer des normes qui compliquent prodigieusement la vie des agriculteurs et à terme, on peut imaginer une réduction, voire une disparition de l'agriculture en Europe. Dans l'Union européenne, on a 4 pays qui se distinguent, qui sont vraiment les pionniers sur cette question. Donc on a les Pays-Bas qui ont décidé de racheter 3000 exploitations agricoles qui sont jugées trop polluantes pour les faire disparaître. En Irlande, là vous avez carrément un plan de réduction du cheptel. L'Irlande prévoit d'abattre jusqu'à 200 000 vaches d'ici à 2030, donc 200 000, c'est pas une erreur de ma part, c'est vraiment 200 000 vaches qu'ils ont décidé de foutre en l'air. Tout ça pour réduire les émissions de CO2, de nitrates, toute la pollution, et donc pour favoriser le climat. En Allemagne, on voit un durcissement des normes environnementales, donc des normes beaucoup plus strictes sur l'utilisation et l'épandage des engrais, et donc à terme ça va empêcher beaucoup d'agriculteurs de continuer leur travail et on risque de voir des exploitations fermées. L'Allemagne réduit aussi considérablement les aides aux exploitations trop denses, aux exploitations, comme ils disent, aux élevages intensifs. En Belgique et en Flandre particulièrement, là il y a une restriction des permis d'exploitation qui sont accordés aux agriculteurs. Donc la Belgique, là encore, réduit considérablement l'activité agricole. Les effets négatifs de ces décisions, c'est qu'on va perdre, le continent européen va perdre sa souveraineté alimentaire, on va entrer en concurrence avec des pays ou des continents comme l'Amérique du Sud qui n'ont pas autant de réglementation, donc on va dépendre énormément des importations depuis l'Amérique du Sud. C'est tout l'objet par exemple du traité du Mercosur. D'un côté on complique la vie des agriculteurs européens et de l'autre on fait entrer sur le territoire européen des produits agricoles qui n'ont pas été produits selon les normes édictées par l'Union européenne. Donc il y a une concurrence déloyale des agriculteurs sud-américains contre les agriculteurs européens. Donc face à tout ça, en France et dans le reste de l'Union européenne, on a des agriculteurs qui se battent, mais qui se battent malheureusement en vain, puisque l'Union européenne leur a déclaré la guerre et ce n'est pas une guerre qu'ils sont en mesure de gagner. C'est vrai qu'après le confinement, on aurait pu s'attendre à ce que l'Union européenne décide de relocaliser des productions, notamment la production industrielle, mais aussi évidemment la production agricole, pour ne plus dépendre des exportations mondiales. Comme ça, quand il y a une crise au niveau mondial et que les exportations sont à l'arrêt, que les trafics maritimes sont à l'arrêt, au moins on a toujours la production locale, on peut toujours avoir à manger dans notre assiette ou produire des biens de consommation dans nos usines. Mais contrairement à ce qui était attendu, l'Union européenne n'a pas réindustrialisé l'Europe, elle n'a pas non plus recentré son agriculture sur son continent, elle a choisi de faire le contraire. Elle a choisi de saboter l'agriculture européenne pour dépendre des importations. Donc à terme, si on continue sur ce terrain-là, on peut être quasiment assuré qu'il n'y aura plus d'agriculteurs en Europe d'ici quelques décennies. Ou alors à la marge des petits producteurs bio qui vendront des quantités négligeables d'alimentation. Donc c'est évidemment une très mauvaise décision qui a été prise par nos dirigeants européens et c'est pour ça que Pierre-Guillaume est passé chez Toxin, pour justement dénoncer ces décisions, mais malheureusement le mal est fait et je ne vois pas comment des agriculteurs pourraient s'opposer à l'Europe. Dans son interview, Pierre-Guillaume expliquait qu'il fallait revenir sur le mondialisme, qu'il fallait réformer le mondialisme, voire en sortir, modifier complètement notre économie et notre manière de produire. Mais ça ne dépend évidemment pas du peuple français et encore moins du reste des peuples de l'Europe. C'est des décisions qui viennent de tout en haut, qui viennent directement de Bruxelles. Je veux dire, on n'a pas de moyens de pression à ce niveau-là. Les décisions qui sont prises à l'échelle européenne sont prises à Bruxelles, les peuples ne sont pas entendus. Donc malgré
toute la bonne volonté des agriculteurs, ça me semble difficile de revenir en arrière. Donc la seule chose à faire pour les agriculteurs qui m'écoutent, eh bien, c'est de changer d'activité, de changer de métier, de se renouveler, de faire autre chose. C'est une très belle vocation, agriculteur, c'est indispensable qu'on ait de l'agriculture et qu'on ait à manger, tout simplement. Mais malheureusement, les élites européennes ont décidé que cette profession n'avait plus aucun avenir sur le continent. Les élites ont décidé de déclarer la guerre aux agriculteurs. Et malgré leur vocation, ils vont subir cette décision. Donc autant prendre le taureau à bras-le-corps, autant se préparer à ce changement de vie et autant faire une reconversion le plus tôt possible. Si vous connaissez des agriculteurs qui sont encore jeunes, qui ont une vingtaine d'années, il est encore temps pour eux de changer de métier. Si vous connaissez des adolescents qui veulent s'orienter vers les métiers de l'agriculture, il est encore temps de les dissuader pour les envoyer faire autre chose, parce qu'il est évident que dans ce secteur d'activité, ils seront perdants. Un jeune agriculteur qui aujourd'hui est tout enthousiaste, qui est très heureux de faire ce qu'il fait, dans 10 ans on le voit pleurer devant les caméras parce qu'une nouvelle réglementation aura été votée et ça l'empêchera de continuer son activité. Donc on sait ce que l'avenir nous réserve du point de vue de l'agriculture. C'est un secteur qui est condamné, qui a été condamné par des décisions politiques, par des normes qui vont être de plus en plus envahissantes, qui vont être de plus en plus contraignantes. Donc malheureusement pour les amoureux de l'agriculture, vous n'avez pas vraiment le choix, vous allez être obligé de changer de métier à un moment donné, que ça soit dans 1 an ou dans 10 ans, mais je ne vois pas bien comment l'agriculture va pouvoir se maintenir sur le sol européen avec les décisions qui sont prises. Dans l'absolu, agriculteur, c'est un métier absolument essentiel, c'est un des métiers les plus importants qui soit, ça nous permet d'avoir à manger suffisamment, ça nous permet de survivre, mais aujourd'hui, c'est fini. Les dirigeants européens ont décidé que c'était fini. La fin de ce métier a été actée par des normes, par des réglementations, par des lois, mais elle a aussi été actée par le salaire. Comment est-ce qu'on sait si une activité professionnelle a de la valeur dans une société ? C'est grâce au salaire, grâce aux revenus qu'on arrive à dégager de son activité. Le salaire, ça reste un indicateur très fiable pour estimer la valeur d'un métier dans une société. Quand un emploi est mal payé, comme agriculteur par exemple, on sait qu'il ne roule pas sur l'or, quand un emploi est mal payé, c'est un signal que le marché du travail vous envoie. Et ce signal, il dit, votre métier, ce que vous faites là maintenant, ça n'a pas de valeur. La preuve, vous êtes rémunéré à un prix très bas. Qu'on le veuille ou non, on est dans une économie de marché, donc on doit tenir compte des indicateurs du marché. Quand le marché vous dit que ce que vous faites n'a aucun intérêt, il faut changer. On ne peut pas exercer un métier contre la volonté du marché et contre la volonté des dirigeants politiques. Ça ne marche pas. Ça n'a en fait absolument aucun sens. On vit dans une économie de marché, dans un monde mondialisé. On vit dans un système mondialiste, comme l'explique très bien Pierre Guillaume, mais c'est pas nous qui avons voulu ça, et surtout on n'a pas le pouvoir de changer ce système. Donc on doit s'y adapter. On doit tenir compte des évolutions de ce système et s'adapter, bouger, mouvoir pour arriver à survivre, pour arriver à tirer le meilleur profit de ce que la vie nous offre. À un moment donné, Pierre Guillaume parle des emplois du tertiaire qui ne produisent rien, qui ne nourrissent pas les gens, qui fondamentalement ne servent à rien, et c'est vrai. C'est pertinent. Dans une société qui aurait gardé son bon sens, les métiers du tertiaire seraient mal payés. Et les profs, par contre, les agriculteurs, les aides-soignantes, les infirmiers, eux, ils seraient très bien payés. Mais on vit dans une autre société, dans un autre modèle de société, et il faut qu'on s'y adapte, parce qu'on n'a pas le pouvoir de changer ce modèle. En soi, un métier n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est le salaire qu'on dégage avec cette activité, les revenus qu'on génère. Alors pourquoi est-ce qu'on doit tenir compte de cet indicateur ? Parce que c'est un indicateur chiffré, un indicateur objectif qu'on peut mesurer, qu'on peut comparer, on peut regarder son évolution dans le temps, on peut comparer les revenus d'un métier avec les revenus d'un autre métier. Il n'y a pas d'appréciation personnelle dans le salaire. Si tu es payé 1 000 € par mois, c'est que ton travail vaut 1 000 € par mois, il ne vaut pas plus. Et si tu es payé 5 000 € par mois, c'est que ton travail vaut 5 000 €. C'est que tu rapportes à la société suffisamment pour qu'elle te donne 5 000 € en échange. Avec le salaire, tout le monde a ce qu'il mérite. Si les femmes de ménage, par exemple, sont mal payées alors qu'elles font un métier très difficile, qui est quand même très important, c'est parce qu'on peut faire venir des femmes de ménage des pays de l'Est ou du Maghreb ou de n'importe où. Elles vont faire le travail comme si c'était des Françaises qui le faisaient. Donc peu importe qui exerce le métier, l'important c'est que l'activité soit faite, que le ménage soit fait. Et si pour ça il faut aller chercher des femmes à l'autre bout du monde pour les payer 3 francs 6 sous, et si on peut le faire, on le fera. Et donc le métier de femme de ménage en soi n'a malheureusement pas de valeur. Quand on veut gagner plus, il faut travailler plus, ou travailler mieux, ou travailler différemment, et donc faire quelque chose d'autre de sa vie que ce qu'on fait en ce moment.
Si on reste dans le secteur du tertiaire, dans le secteur des services, et si on prend par exemple le métier de graphiste. Imaginons un graphiste qui travaille à Paris, qui est payé 3 000 € par mois. On ne sait pas bien ce qu'il fait, vu de loin ça n'a pas l'air essentiel à la société, mais il gagne quand même 3 000 € net par mois. Eh bien, si son entreprise lui donne ce salaire-là, c'est parce qu'il produit, ce graphiste, suffisamment de valeur ajoutée pour que son entreprise se permette de lui payer un salaire aussi élevé. Et si on compare ce graphiste aux agriculteurs, eh bien un agriculteur qui gagne 1 000 € par mois en bossant du matin au soir, en se tuant à la tâche, c'est parce que ces produits, on peut les faire venir d'Amérique du Sud, on peut les faire venir d'Ukraine, on peut les faire venir de n'importe où, là où on cultive, on peut même les faire venir d'Inde si on veut, peu importe. On arrivera toujours à se procurer ces produits d'une manière ou d'une autre. Alors, l'agriculture française, elle a une valeur ajoutée par rapport à l'agriculture ukrainienne, c'est évident, mais en soi, une tomate française ou une tomate espagnole, sur un étal de marché, ça restera une tomate. Et donc si on peut se procurer une tomate espagnole pour 10 centimes et qu'en comparaison la tomate française elle coûte 1 euro, eh ben c'est évident que l'économie de marché va privilégier la tomate qui coûte 10 centimes. Voilà, c'est l'économie de marché, c'est le mondialisme dont parle Pierre Guillaume dans son interview. Et dans un système mondialiste comme le nôtre, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est le salaire, c'est l'argent, c'est les revenus, c'est ce qu'on se met de côté. Ce qui importe, c'est les revenus, et ce qui importe, c'est de voir comment on peut augmenter ces revenus. C'est la logique qui doit nous guider. Les vocations, les passions, les métiers passions, ça c'est quelque chose qu'il faut oublier parce que dans une économie mondialiste, ça n'a aucun sens. La preuve, c'est que tous les métiers à vocation, les profs, les agriculteurs, les infirmiers, ces gens-là sont très mal payés. Dans les commentaires de la vidéo de l'interview de Pierre Guillaume, les gens se demandent que faire. La grande question existentielle, que faire pour améliorer sa situation, que faire pour changer le monde, que faire pour améliorer le système. Bon, déjà, changer le système, il faut oublier, c'est infaisable. À notre niveau, à nous, même des candidats à la présidentielle ne peuvent pas changer le système. Le système, il est là, il est verrouillé, il est fait en sorte qu'il ne change pas. Ou en tout cas que nous, simples électeurs, on ne puisse pas le changer. On n'a aucun moyen de pression pour changer ce système-là. Même l'élection, en soi, ne sert à rien. Une élection, elle n'est pas faite pour apporter un changement politique, pas pour apporter un changement dans la société. Elle est là juste pour valider le fonctionnement du système et pour prolonger sa durée de vie grâce à un nouveau candidat, grâce à un nouveau président, grâce à un nouveau gouvernement, mais le système reste le même. L'élection, elle n'est pas faite pour changer fondamentalement un pays. Elle est là pour assurer la continuité de la gestion de l'administration du pays. Donc moi, à la question du que faire, j'y réponds, et ma réponse, c'est changer de vie. Reconvertissez-vous, faites autre chose de votre vie. Développez des compétences qui ont de la valeur, qui vont vous permettre de gagner votre vie d'une meilleure manière, de manière aussi plus confortable, c'est important. Développez des compétences qui vont vous permettre de travailler partout. Comme ça, si jamais un jour il n'y a plus à manger en France parce que la France a choisi de détruire son agriculture, vous prenez votre sac à dos, vous prenez votre voiture et vous allez travailler ailleurs. Vous allez vivre ailleurs, dans un autre pays, un pays dans lequel il y aura à manger. Il y a plein de pays différents dans le monde qui ne sont pas aussi fous que les pays européens. Il y a plein de pays qui défendent leur agriculture, leur industrie, leur système énergétique, leurs routes, leur système de transport. Il y a plein de pays développés dans le monde en réalité. Là, ce que je retiens de l'interview de Pierre-Guillaume Mercadal, c'est que c'est quelqu'un qui veut changer la France, défendre les valeurs de la France, mais contre la volonté des gens qui dirigent la France. Et c'est là où ça ne marche pas. On ne peut pas être soi-même patriote et vouloir défendre un pays qui a choisi de mourir. On ne peut pas défendre un pays contre les intérêts de la caste qui dirige ce pays. Ça marche jamais, ça. Je vous rappelle les 2 articles que j'ai écrits sur ce sujet-là, à savoir un article sur le malaise paysan et un autre sur l'avenir de l'agriculture en Europe. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.